Bonjour à tous, merci pour votre participation ce matin à ce webinaire. On va parler de loi de transparence, plus précisément directive sur la transparence des salaires. Alors, vous aviez le choix entre les débats de l'Assemblée nationale et préparer l'avenir, donc merci d'être avec nous et pour ceux qui nous regardent en replay, merci également pour votre intérêt sur le sujet. Alors, c'est à peine l'heure, on a encore beaucoup d'inscrits qui ne sont pas connectés. On va prendre le temps déjà de nous présenter, aussi de vous présenter la plateforme, hein, pour ceux qui découvrent nos webinaires et cette plateforme. Nous sommes actuellement sur la plateforme donc Livestorm. Vous avez des petits onglets en bas qui vous permettent de participer, notamment en posant des questions. Donc sur l'onglet questions, vous allez pouvoir poser vos questions tout au long de cette intervention. Voilà, on les gardera pour la fin, hein, de l'intervention. On a prévu 40-45 minutes et on pourra bien sûr donc répondre à vos questions à l'issue. Vous pouvez également utiliser le chat, voilà, pour vous présenter, pour échanger entre vous. N'hésitez pas, cet outil est fait pour ça. Voilà, le temps que les derniers inscrits, se connectent, je vais déjà, vous présenter, hein, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc nous sommes aujourd'hui donc 2 organisations à préparer ce webinaire, donc je vais commencer par Proévolution. Proévolution, nous sommes un cabinet de conseil RH, hein. Notre mission, c'est, accompagner le cycle de vie du capital humain, des entreprises au travers de 4 métiers. Un métier historique qui est le recrutement depuis 1988 et justement, Marie, ici présente, représente le département recrutement. On fait également tout ce qui est transition de carrière et conseil, hein, donc on peut accompagner, à la fois, des entreprises qui subissent des transformations, hein, on en parle en ce moment, hein. Notre dernier sujet justement, était, les restructurations comme les PSE, mais on peut aussi accompagner, des managers, faire de la formation, du conseil. On propose également du management de transition, donc pour, les entreprises qui ont besoin de management relais, qui ont besoin de piloter des opérations de fusion, de retournement, voilà, c'est aussi des choses qu'on peut proposer. Et enfin, un département, plus orienté sur le digital, notamment, comment intégrer l'intelligence artificielle dans la gestion de vos process RH, en gardant l'humain au centre, malgré l'usage, du digital, ou vous accompagner tout simplement à la transformation digitale de vos entreprises. Voilà pour nos métiers, hein, quelques chiffres rapidement, hein. Je vous disais, on a donc 37 ans d'existence aujourd'hui. On s'adresse à tout secteur, une vingtaine de collaborateurs à votre service. On est reconnu à la fois par nos candidats avec le label Opiconnect, si je me permets une petite parenthèse, puisqu'on vient de le renouveler avec une note, exceptionnelle, hein, qui a dépassé les 4,6 sur 5. Et également donc pour les entreprises sur la formation, on est certifié Calliope, ce qui vous permet effectivement de prétendre à la prise en charge des formations que vous faites, chez nous. Voilà, on est présent dans tout le territoire national et international puisqu'on a également, ouvert depuis l'an dernier un bureau à Karlsruhe, pour notamment développer l'axe franco-germanique, et sur les aspects recrutement, management de transition et dans tout le territoire comme vous pouvez le voir sur cette slide. Et j'ai également donc présenté, l'Exocia, hein, donc représenté ici par Roland qui va intervenir, tout de suite dans la première partie. Donc l'Exocia, c'est un cabinet d'avocats qui sont vraiment dédiés au droit social pour les entreprises. Donc 3 pôles de compétences principaux sur lesquels l'Exocia peut vous accompagner. Le conseil, hein, que ce soit on parlait de restructuration tout à l'heure, ça peut être des conseils sur la restructuration, mais globalement sur tout ce qui est relations individuelles et collectives du travail. Tout ce qui est négociation également, hein, au niveau collectif, droit de sécurité sociale, conflit et droit local, hein, puisqu'on est, en Alsace-Moselle, en tout cas dans notre cas, hein, même si vous nous regardez de la France entière, on a une spécialité particulièrement sur ce droit-là. La formation également, hein, également, organisme certifié Calliope, donc pour former vos collaborateurs sur toutes les actualités législatives et jurisprudence, donc il y en a très régulièrement des nouvelles, donc il faut souvent se mettre à jour et l'Exocia vous le propose. Et enfin, la gestion de contentieux, donc défendre les entreprises, que ce soit auprès des prud'hommes, du tribunal judiciaire, du droit pénal, voilà, et toutes ces choses-là. Les chiffres de l'Exocia, donc également un cabinet qui est présent depuis longtemps avec 30 ans d'existence cette année, 9 collaborateurs, dont notamment 6 avocats, et Roland principalement en fait partie. Cabinet indépendant également et qui est actif sur beaucoup de secteurs, hein, comme vous pouvez le voir sur cette slide. Donc voilà, quels que soient vos secteurs d'activité, peuvent vous accompagner. Et derrière, il y a aussi la force, donc la présence en Alsace, mais la force du réseau JSA avec 36 avocats. Voilà, et j'avais parlé de la certification Calliope. Voilà pour la présentation, ça laissait le temps aux dernières personnes de se connecter. Je vois qu'Elodie nous dit qu'il y a un problème de connexion. Alors, si vous pouvez juste me confirmer dans le chat que vous m'entendez tous, qu'il n'y a pas de souci en particulier.
Alors a priori, c'est bon. Donc on m'entend, très bien, merci. Donc peut-être Élodie, regardez, chez vous s'il n'y a pas de soucis, peut-être, peut-être se connecter en filaire ou autre, voilà. Alors sans plus attendre, je vais déjà présenter les intervenants avant de d'introduire sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Donc bah, je voulais remercier en premier lieu donc Roland qui, bah, intervient pour, voilà, on se connaît très bien, Roland, et Proevolution en général depuis des années et qui est déjà intervenu plus tôt cette année justement sur un sujet de restructuration. Là, on est sur un autre sujet, qui touche, bah, la spécialité justement des avocats qui sera donc le droit du travail et Roland pourra vous présenter justement dans cette première partie, cette directive, hein. On parle souvent du mot loi, hein, mais c'est un abus de langage, il vous l'expliquera, qui va, voilà, qui va nous pendre au nez très bientôt. Voilà, donc il vous expliquera en détail, cette directive, comment, elle risque de s'appliquer en France et ensuite en deuxième partie donc, voilà donc Roland, juste pour le 1 donc avocat spécialisé du cabinet d'exécutif, vous l'avez compris, mais qui a un passé, hein, on peut le dire de DRH, donc c'est aussi intéressant, cette casquette-là puisqu'il sait, de quoi il parle, il l'a vécu. Donc voilà, c'est à la fois le côté avocat et le côté, je l'ai vécu en tant que DRH et donc Marie fera la deuxième partie. Marie donc qui, dirige le pôle recrutement chez Proevolution, donc voilà qui est là aussi depuis plus de 20 ans dans l'entreprise et qui sait, voilà comment vous accompagner sur tous les aspects, recrutement, trouver des talents pour l'entreprise. Voilà, c'était pour l'introduction. Juste pour ceux qui nous ont rejoints, je vous rappelle, vous pouvez poser des questions sur l'onglet, questions qui est juste en dessous, hein, n'hésitez pas, on les prendra à la fin. Et bah, sans plus attendre, je vais donc laisser la parole à Roland qui va nous présenter, bah, voilà, quelle est donc cette directive européenne, qui nous rassemble aujourd'hui. Roland, c'est à toi. Le micro. J'ai pas activé mon micro, donc Voilà. je vois Xavier Noël qui me fait des grands signes. Bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai le plaisir effectivement d'intervenir aux côtés de Proévolution pour vous présenter cette directive du 10 mai 2023 qui traite de la transparence des rémunérations. C'est une directive qui a été adoptée par le Conseil et la Commission européenne en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus spécifiquement sur la question de la rémunération et de l'égalité des rémunérations. Comme vous le voyez en préambule, cette directive rappelle que le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est une valeur essentielle du droit de l'Union européenne. Et ce principe-là, chaque État membre doit en assurer l'application effective. C'est le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui le précise. Un certain nombre de mesures ont été prises depuis ces dernières années, malheureusement de manière insatisfaisante, puisque ce même préambule fait état d'un écart constaté de rémunération entre les femmes et les hommes qui persiste et qui, au sein de l'Union européenne, s'élève à 13% en 2020. Pour cibler plus particulièrement notre pays, chez nous, c'est 15%. En France, l'équivalent du 13% ici, c'est 15%. Alors, c'est toujours un peu délicat quand on voit ce type de chiffre aussi, parce qu'en fait, on ne précise pas sur quelle base il est calculé. En fait, c'est un calcul qui est fait sur équivalent temps plein. Ce n'est pas à poste comparable, mais c'est un écart de rémunération à équivalent poste temps plein. Cette directive de poursuivre dans son préambule d'un constat, c'est qu'en évaluant les diverses politiques qui ont été mises en œuvre dans les différents États membres, et vous savez qu'en France en particulier, maintenant depuis un certain nombre d'années, il y a des mesures qui ont été prises au fur et à mesure, de plus en plus contraignantes. C'est en 72 qu'a été intégré dans le Code du travail la notion d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Ensuite, les entreprises ont été soumises à un rapport de situation comparée. Ensuite, on vous a obligé à négocier sur l'égalité professionnelle chaque année. Ça ne suffisait toujours pas. Donc, puisque la négociation pouvait ne pas aboutir, on vous a demandé d'être couvert par un accord collectif ou un plan d'action
avec une éventuelle pénalité de 1% de la masse salariale si vous ne satisfaisez pas à cette obligation, a été créé ensuite l'index professionnel. Et malgré toutes ces mesures en France, mais également dans les autres pays de l'Union européenne, euh, les instances européennes constatent que malheureusement l'écart de rémunération reste de manière assez élevée et nécessite et mérite des actions encore plus fortes. Et la directive de dire que l'une des difficultés, notamment pour réussir l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un manque de transparence. Donc, le principe d'égalité salariale est entravé, dit la directive, par un manque de transparence, mais aussi par deux autres notions, et vous verrez, on commencera par ça, par le manque de sécurité juridique qui entoure une notion de qu'est-ce qu'un travail de même valeur et qu'est-ce qu'une rémunération. Donc en fait, la directive, au-delà de la simple notion de transparence de rémunération, prend le soin aussi de débuter par des définitions. Donc cette directive a été adoptée le 10 mai 2023. Je vous ai mis, vous le voyez sur le côté, une image de service public. Qu'est-ce qu'une directive? C'est un instrument juridique européen qui n'est pas d'application directe, mais qui doit être transposé dans le droit interne. Et chaque directive fixe un délai pour tous les États membres afin de les transposer dans leur droit interne. D'un point de vue purement pratique et opérationnel, en France, cette directive doit être transposée dans le Code du travail, et ce, au plus tard le 7 juin 2026. Ça veut dire que l'année prochaine, au cours du premier semestre, cette directive sera très probablement transposée. Et n'ayez pas d'illusion, ce n'est pas parce que notre situation politique est troublée en France que les députés ne travaillent pas. À titre d'exemple, aujourd'hui a été voté définitivement, alors qu'il y a un sacré bazar, on est bien d'accord, mais a été voté aujourd'hui la transposition de l'ANI sur l'emploi des salariés expérimentés. Donc, en parallèle des événements actuels qui bouleversent notre monde politique, les députés, malgré tout, travaillent et votent des lois. Donc, elle doit être transposée et elle le sera très probablement en début d'année. Pour commencer, donc, qu'est-ce qu'un travail de même valeur? Je vous ai dit, elle prend d'abord le soin de donner des définitions. Puisqu'en fait, lorsque l'on doit comparer des rémunérations, il faut évidemment se poser la question, quels sont les emplois qui peuvent se comparer les uns aux autres? Et la directive de préciser, même si cela va de soi, pour juger si un travail est de même valeur qu'un autre, il faut utiliser des critères objectifs qu'il faudra déterminer, vous le verrez, des critères non sexistes, et de citer notamment le parcours éducatif, la formation des salariés. Est-ce que j'exige dans le poste une expérience professionnelle? Quelles sont les compétences, les efforts que requiert le poste, les responsabilités, ainsi qu'évidemment la nature du travail ou des tâches qui sont accomplies. La Cour de justice de l'Union européenne précise ces éléments-là qui sont repris dans la directive. Par contre, et c'est un point qui est extrêmement important puisqu'on ne compare pas uniquement le même travail, le Code du travail comme la directive cite toujours même travail ou travail de même valeur. Alors même travail, on n'a pas toujours trop de difficultés, mais travail de même valeur, ça peut être des postes de nature différente, mais dont on estime qu'ils sont de même niveau. On va comparer des postes différents, mais de même niveau. Et pour ceux, et ça c'est une nouveauté, la directive prévoit que doit être transposée dans le Code du travail des mesures afin que les entreprises aient des structures de rémunération qui garantissent pour un même travail ou à même valeur. Donc il faudra avoir un outil de structuration des rémunérations qui permettra, dit la directive, la comparaison en se fondant sur ces critères. Donc il faut définir des critères, il faut élaborer une politique de rémunération et ces outils et méthodes analytiques seront, et là on est sur la transparence, disponibles et facilement accessibles afin que les nouvelles obligations de transparence soient réelles. En pratique, chaque entreprise devra disposer d'une grille de rémunération là, qui est fondée sur ces fameux critères clés objectifs pour comparer les emplois de même nature et évidemment avoir une politique de rémunération ensuite qui sera appliquée sur ces critères objectifs. Alors vous me direz, il existe déjà les classifications dans les branches, c'est vrai,
Mais le ministère a fait le constat que plus de la moitié des branches ont aujourd'hui des systèmes de classification qui ne répondent pas à ces obligations-là, puisque les anciennes classifications, notamment, sont surtout élaborées à partir de métiers. Or là, on va comparer éventuellement des métiers de nature différente, mais qui auront une même valeur, hein. Donc en fait, la classification doit dépasser très largement la notion de métier, puisqu'on sera sur un travail de même valeur. Évidemment, la directive précise qu'on pourra toujours avoir des rémunérations différenciées entre salariés sur un même travail, mais il faudra pouvoir le justifier par des critères objectifs comme la performance ou le déploiement des compétences du salarié. Donc, premier sujet, le travail de même valeur. Deuxième sujet, qu'est-ce qu'une rémunération? Ça paraît étrange, hein, de se poser cette question-là, mais là également, il a été constaté que des écarts de rémunération, notamment entre les hommes et les femmes, pouvaient être expliqués par des différences de structuration de rémunération, des emplois où on fait plus d'heures supplémentaires que d'autres, des emplois où il y a des bonus qui ne sont pas calculés de la même manière, etc. Donc, pour la Cour de justice, et c'est repris par la directive, la rémunération doit englober non seulement la rémunération, mais également, et c'est un point qui est extrêmement important, vous le verrez un peu plus tard dans les obligations de communication, là, retenez ce principe-là, les composantes complémentaires ou variables, puisqu'en fait, on va devoir séparer et identifier d'une part la rémunération stricto sensu et d'autre part les composantes complémentaires ou variables, à savoir, dit la directive, tout avantage perçu directement ou indirectement, que ce soit en espèces ou que ce soit un avantage en nature. Et la Cour de justice de préciser ce que c'est que cette deuxième notion, là, les primes, les heures supplémentaires, les indemnités de frais, de logement, de repas, de formation. Il cite même les indemnités de licenciement, la manière dont la maladie est indemnisée, etc. Alors, on n'a pas de difficulté majeure en droit français parce que la définition dans le Code du travail de la rémunération est déjà conforme à cette notion de la Cour de justice de l'Union européenne. La nouveauté, c'est qu'il va falloir pouvoir les distinguer. C'est un travail qui n'est pas réalisé aujourd'hui en principe. Et la directive de conclure sur cette notion de rémunération, c'est que les employeurs devront présenter de manière uniforme les informations pour pouvoir justement être comparés, de pouvoir comparer les différents postes, et donne la définition de qu'est-ce qu'un niveau de rémunération, c'est-à-dire quand demain, le Code du travail dira les employeurs doivent communiquer par emploi, par catégorie, par sexe, les niveaux de rémunération. C'est une rémunération annuelle brute qui tient compte des éléments ci-dessus, rémunération globale, et qu'on va diviser par le temps de travail pour aboutir à une rémunération horaire brute sur ce niveau plus général. Voilà, donc deux choses importantes, connaître la notion de travail égal et de valeur égale et la rémunération. Ensuite, on rentre dans le cœur du sujet maintenant, mais il faut bien comprendre ces éléments-là. Première obligation, il y a finalement deux obligations à ne pas confondre, hein. Ne confondez pas ces deux obligations, elles sont souvent confondues. Il y a d'une part une obligation de transparence et d'autre part une obligation de communication. La première obligation, c'est l'obligation de transparence. Et je vous ai cité là la présidente de la Commission européenne, à travail égal, rémunération égale. Et pour Ursula von der Leyen, pour parvenir à l'égalité de rémunération, il faut de la transparence. Les femmes doivent savoir si l'employeur les traite de manière équitable. Sur la transparence, on se situe à deux étapes dans la carrière du salarié, avant l'embauche et en cours d'exécution du contrat de travail. Première étape, avant l'embauche. Il faut que le Code du travail prévoie que le candidat à un emploi ait une information suffisante sur sa rémunération initiale ou la fourchette de rémunération initiale et le cas échéant, donc ça dépendra, est-ce qu'il y a des grilles de convention collective qui vont le prévoir de manière suffisamment claire, information également sur les dispositions pertinentes de la convention collective en rapport avec le poste qui est à pourvoir. Comment dit la directive? Ça doit être fait
avant l'entretien d'embauche. C'est ça qu'il faut retenir, avant l'entretien d'embauche, et de citer notamment ou par exemple sur l'offre d'emploi publiée, la directive de préciser ceci afin de permettre une discussion éclairée sur la rémunération lors de l'entretien d'embauche. Donc c'est vraiment l'objectif de transparence sur les rémunérations en vue de l'entretien d'embauche, et de prévoir une garantie supplémentaire. Il est dorénavant interdit de demander aux candidats leur historique, en tout cas d'un point de vue légal, de demander aux candidats leur historique de rémunération, tant leur rémunération actuelle sur le poste qu'ils occupent que les éventuelles rémunérations antérieures, puisqu'on sait que il arrive que l'employeur se positionne sur une rémunération par rapport à l'emploi qui était précédemment occupé et la rémunération précédemment occupée, ce qui n'a évidemment aucun lien juridique valide avec la notion de on fixe la rémunération selon des critères objectifs. Ça ne va pas être considéré comme un critère objectif la rémunération qu'avait le salarié précédemment dans son parcours professionnel. Et enfin, mais ce sont des dispositions qui existent déjà dans le droit positif français, donc on n'a pas de difficulté là-dessus. Les offres d'emploi doivent être non sexistes et le processus de recrutement doit être mené évidemment de manière non discriminatoire. Ces dispositions-là existent déjà dans le Code du travail, avec d'ailleurs une obligation de formation des personnes qui mènent les entretiens en matière justement de lutte contre la discrimination. Donc première obligation de transparence, c'est la transparence avant l'embauche. Maintenant, la transparence en cours de contrat de travail, c'est l'article 6 et l'article 7 de la directive. Donc, deux notions à bien maîtriser. La première, il faut que je sois transparent sur la manière dont je fixe ma rémunération et dont mes rémunérations évoluent. Donc, en fait, je dois avoir une politique de rémunération transparente, laquelle doit être fondée sur des critères objectifs. Et chaque salarié pourra demander, parce que l'employeur doit mettre à disposition des entreprises, quels sont les critères objectifs et non sexistes, évidemment, qui vont être utilisés dans trois domaines. Il faut vraiment bien comprendre ça. C'est pour déterminer la rémunération. Comment est-ce que je fixe une rémunération par rapport à un poste? Quels sont les niveaux de rémunération éventuellement sur ce poste? Et quels sont les critères objectifs qui permettent au salarié de savoir qu'il pourra progresser dans sa rémunération? C'est fou hein, quand on prend le soin de réfléchir un peu à la précision de ces éléments-là. Hein. Comment je détermine? L'employeur doit mettre à disposition des collaborateurs les critères objectifs permettant de déterminer la rémunération, le niveau des rémunérations et la progression de la rémunération. Et pour rendre effectif, et c'est ça la nouveauté, c'est certes, on exige des entreprises des nouvelles obligations, mais pour les rendre effectives, le salarié va avoir un droit à l'information, un accès à cette information, puisqu'il pourra demander à son employeur, et l'employeur devra répondre dans un délai raisonnable inférieur en principe à 2 mois. Je vous demande, cher employeur, comment je me positionne moi, quel est mon niveau de rémunération individuelle? Rappelez-vous la définition de la rémunération tout à l'heure, hein, ce n'est pas que le salaire de base. Hein. Quel est mon niveau de rémunération actuel et comment je me situe face au niveau moyen par sexe pour un travail de même valeur? Importance de savoir ce que c'est qu'une rémunération, importance de savoir ce que c'est qu'un travail de même valeur. L'employeur écrit à son employeur et l'interroge et vous devez lui communiquer le montant de sa rémunération et le montant moyen des emplois de même valeur. S'il considère, fiabilité et réponse, que les informations sont insuffisantes ou inexactes, il pourra demander des précisions. Donc en fait, il y a un échange qui intervient et l'employeur devra apporter, le cas échéant, des précisions. Et toujours encore, pour rendre ce droit plus effectif, l'information annuelle des salariés par l'employeur devra informer chaque année le salarié de l'exercice de ce droit. On va informer les salariés de l'exercice de ce droit et comment il pourra l'exercer. Alors, il y a protection des salariés. Alors ça, on sait que c'est un peu
pas nécessairement toujours effectif, mais toujours est-il, la directive a pris le soin aussi de dire que comme le salarié aura probablement des informations qui toucheront les rémunérations des autres collaborateurs de l'entreprise, on pourra lui demander évidemment de n'utiliser ces informations que dans le cadre de l'exercice du droit dont je viens de parler et pas à d'autres fins. Et il sera, cette fois-ci c'est du côté des entreprises, puisque certains se disent il y aura des entreprises qui auront l'idée de mettre des clauses contractuelles interdisant aux salariés de communiquer leur rémunération, il sera interdit de prévoir contractuellement une clause qui interdise aux collaborateurs de faire part de sa rémunération, le cas échéant, à ses collègues de travail ou à d'autres. Ça, c'est la transparence. Dernier point, après la transparence, la communication. C'est autre chose, hein, obligation de communication. Là, on est sur un sujet, cette fois-ci, on n'est pas sur l'individu, on va être sur le collectif. Et la directive de dire l'entreprise doit régulièrement communiquer sur un certain nombre de critères, et en fait, on est sur 7 indicateurs. Ce que je vous ai mis en observation, c'est que nous communiquons déjà en France de manière régulière, puisqu'on le fait tous les ans, en matière d'index professionnel sur un certain nombre de critères. La différence, c'est que les critères prévus par la directive, ce sont des critères 100% de rémunération. Or, vous savez que notre index professionnel d'égalité pro n'est pas que sur des critères purement de rémunération. Donc, les 7 indicateurs de la directive seront repris. Alors, le ministre du Travail d'alors, puisqu'il change maintenant régulièrement, mais le ministre du Travail avait précisé que, évidemment, l'index sera entièrement refondu pour respecter ces 7 critères. Il est d'ailleurs même prévu que le critère 1 à 6 sera rempli automatiquement via la DSN. Et là, vous voyez donc écart 1 de rémunération entre les femmes et les hommes. Ensuite, écart, et j'ai insisté en début d'intervention sur les composantes variables ou complémentaires. Donc, on aura bien une partie séparée sur ce qui n'est pas de la rémunération de base. Quels sont les écarts de rémunération médians entre les femmes et les hommes? Le médian, je vous rappelle, c'est moitié à droite, moitié à gauche, là où c'est 50% gagne moins, 50% gagne plus. Écart médian également en matière de composantes. La proportion des hommes et des femmes sur les composantes variables. Ouais, on se méfie vraiment de ces composantes variables. Et ensuite, dans chaque quartile, donc, quelles sont les 25 rémunérations, ensuite les 25 au-dessus, les 25 au-dessus, et enfin les 25 qui sont dans le dernier quart, et où se situent les hommes et les femmes dans ces différents quartiles. Et enfin, un dernier critère qui, lui, ne peut pas être automatisé, les écarts par catégorie ventilés par salaire ordinaire de base et à nouveau les composantes variables. Donc ça, c'est l'index qui va être corrigé. Ensuite, en cas de difficulté, c'est la diapositive suivante, si ces écarts révèlent une différence de niveau de rémunération d'au moins 5%, qui ne sont pas justifiés par l'employeur, ce sont les 3 flèches là, qui ne sont pas justifiés par l'employeur par des éléments non sexistes, et si l'employeur n'a pas corrigé dans un délai de 6 mois ces écarts, alors s'ouvrira avec les représentants du personnel des réunions d'évaluation conjointe qui, elles, portent également sur 7 domaines qui sont ici listés, prévus par la directive, qu'on va retrouver dans le Code du travail, ça ce sera du copier-coller, l'analyse de la proportion de femmes au sein de catégorie, les niveaux moyens, les différences, les raisons des différences, les augmentations de rémunération suite au congé mat, etc. Donc là, on retrouve un peu ce qu'on avait dans l'index, quelles sont les mesures qui sont prises et l'évaluation, évidemment, de l'efficacité. Donc, il y aura un suivi d'année en année sur l'efficacité des mesures résultant de ces évaluations conjointes de rémunération. Donc, vous voyez que là, finalement, la directive va relativement loin pour rendre force et une effectivité à ces éléments qui seront comparés. Donc finalement, comment est-ce qu'on aura dans les prochains temps l'application de cette directive dans le Code du travail français? Comme je vous l'ai dit en introduction, c'est prévu pour début le premier semestre de 2026. En France, on se concerte toujours avec les partenaires sociaux, donc cette concertation a débuté.
Il est prévu qu'un projet de loi soit présenté d'ici la fin de l'année avec une application dès 2026 pour la transparence. Donc la première partie, hein, transparence, qui est plutôt un aspect individuel, vous l'avez compris, et puis un aspect un peu plus collectif, qui est sur les obligations de communication avec la fameuse refonte de notre index, qui, elle, serait mise en œuvre à compter de 2027 jusqu'à 2031 pour les entreprises de 100 salariés, 2027 pour les entreprises qui sont au-dessus de 150 salariés, et avec, a priori, mais ça dépendra de la manière dont est transposée cette réglementation en droit français, une possibilité de distinguer selon la taille de l'entreprise des informations à communiquer chaque année ou à communiquer tous les 3 ans. Maintenant, la directive, c'est le socle minimum. Vous savez que la France est la championne du monde, pas uniquement en prélèvement obligatoire ou en dépenses, mais aussi la championne du monde de la surtransposition des directives. Donc aujourd'hui, certes, la directive dit que ça s'applique pour la communication aux entreprises de plus de 100, mais comme en France, on est déjà assujetti à partir du seuil de 50, le seuil de 100 n'existe pas vraiment en France hein, pour déterminer des obligations. Il y a une très très forte probabilité pour que ce soit les entreprises de plus de 50 qui demeureront assujetties à cette deuxième partie d'obligation de communication. Les entreprises, vous l'avez compris, doivent d'ores et déjà réfléchir à l'impact en interne de ces évolutions qui, n'en doutez pas, seront transposées dans le Code du travail français. Voilà, je vous remercie. Merci Roland pour cette introduction et cette transition sur la dernière phrase. Alors, j'ai reçu un message en privé que je partage. On disait, on a bien choisi le thème pour Halloween parce que ça fait peur à tout le monde quand on entend tout ce qui est partagé ici. Mais ne vous inquiétez pas, il faut faire. Ça a l'air inquiétant effectivement présenté comme ça. Vous pouvez vous sentir pas prêt. Et ben, ce qu'on vous propose, c'est plutôt de regarder le côté positif et vous dire, bah, vous pouvez en faire une opportunité. Et c'est justement Marie qui va vous expliquer, bah voilà, maintenant qu'on sait les contours de cette directive, même si bien sûr Roland l'a précisé, le détail et la transposition, c'est encore les surprises qui nous attendent ces prochains mois. Dans tous les cas, on peut en faire une opportunité. Marie, explique-nous comment on peut voir le côté positif de toutes ces nouvelles quand on est RH. Alors merci Roland et bonjour à toutes et à tous. Donc moi j'aimerais vous convaincre aujourd'hui que cette loi, c'est une opportunité alors pour les RH, les recruteurs et les entreprises, plus qu'une contrainte finalement, en tout cas d'un point de vue, marque employeur et visibilité en amont de l'embauche. Alors on va voir ensemble pourquoi et comment en tirer parti. Alors pour commencer, je vous propose de revenir sur les attentes des candidats en 2025. Alors, il faut comprendre déjà que les candidats, ils attendent depuis longtemps cette transparence, hein. Les jeunes générations, la génération Z, les millennials, ils veulent savoir dès le départ à quoi s'attendre quand ils postulent à une offre. Donc, la transparence, ce n'est pas seulement une obligation, c'est aussi répondre finalement à une évolution sociétale hein, qui est déjà bien entamée. Vous le voyez sur ce graphique d'ailleurs de Source Hello Work. Le salaire, il est jugé critère numéro un finalement pour les candidats, alors que seuls 30 des entreprises l'affichent en France. On note en troisième position les avantages financiers hein, complémentaires et on voit aussi finalement l'importance de bien décrire dans vos annonces la philosophie, la culture d'entreprise, votre ADN. C'est la seconde motivation aujourd'hui du candidat à rejoindre votre entreprise, hein. Donc, pourquoi afficher les salaires? En tout cas, d'un point de vue des candidats, c'est avant tout une question de confiance et d'équité. Les statistiques, elles sont claires. Un candidat sur trois aujourd'hui ne postule plus à une offre si le salaire n'est pas indiqué. Donc, notre conseil, c'est vraiment d'afficher dans l'annonce une tranche de salaire dès le départ. Souvent, on nous dit, je ne peux pas le faire car ça pourrait créer en fait des tensions, des questions en interne de la part de mes salariés. La réalité, elle est là. Un candidat extérieur sur un métier en tension est toujours en position de force pour négocier, parfois du plus 10, plus 15%, là où un salarié fidèle à l'entreprise depuis des années aura peut-être plus de mal à renégocier son salaire. D'où l'importance de réaligner vos critères de rémunération en interne. Alors, l'affiche, si tu veux passer à la suivante, les avantages pour les recruteurs.
Alors pour nous recruteurs, cette loi, c'est un atout majeur, hein. D'abord, les annonces, elles deviennent plus attractives, elles sont plus visibles. Les annonces avec salaire, elles restent plus longtemps en tête de liste et elles sont mieux référencées. Sur certains sites, vous obtenez des labels aussi, hein, comme le site d'Hellowork qui propose un badge super recruteur qui vous positionne comme entreprise finalement transparente vis-à-vis des candidats. On reçoit aussi plus de candidatures qui sont pertinentes et qui sont finalement en phase aussi avec le budget salarial. Et ensuite, les négociations, elles sont tout simplement simplifiées, hein, puisque les attentes, elles sont alignées dès le départ entre vous et le candidat. Donc, on gagne du temps et on évite souvent des frustrations en fin de parcours de recrutement. Alors, les avantages pour l'entreprise, l'intérêt en fait de la transparence, il est triple. D'abord, c'est un levier de marque employeur, comme on l'a dit. Afficher le salaire, c'est montrer qu'on n'a rien à cacher. Ensuite, c'est un facteur de stabilité parce qu'un salarié recruté en toute connaissance de cause et selon des critères de salaire clairs, il va rester plus longtemps. Et enfin, c'est une sécurité légale et un avantage compétitif, hein, puisque les entreprises transparentes, elles vont se démarquer tout simplement de celles qui ne le sont pas et elles vont attirer aussi de meilleurs profils. Alors là, on voit aussi un graphique intéressant si vous regardez un peu les chiffres en Europe. Au Royaume-Uni, il y a plus de 70% des annonces qui affichent déjà un salaire. Alors en Allemagne, seulement 16%. Et en France, on est autour de 30%. Donc on n'est pas les plus mauvais, mais on peut encore mieux faire. On a encore du retard de ce point de vue-là. Et pourtant, encore une fois, l'effet, il est clair, hein, ne pas afficher, c'est prendre le risque de passer à côté de bons profils. En plus du salaire, ce qui est aussi très apprécié en fait des candidats, c'est effectivement d'indiquer les étapes du processus dès l'annonce, voire même de nommer les interlocuteurs, d'expliciter le parcours d'intégration. Donc personnaliser le processus, indiquer par exemple étape 1, vous avez un entretien avec notre DRH Sylvie. Étape 2, ce sera l'entretien directement avec votre futur responsable Eric. Voilà, et ça se résume à 2 ou 3 étapes au total, hein. Donc comment bien afficher le salaire? Alors tu peux revenir encore sur la slide précédente. Donc dans la pratique, effectivement, c'est indiquer une fourchette réaliste, hein, qui est de 10 ou 15 000 € maximum selon l'expérience acceptée. Donc je dis fourchette réaliste, mais en vérité, c'est une fourchette qui devra correspondre à votre nouvelle fourchette de rémunération fixée selon des critères précis, comme l'expliquait Roland. Il faut donc expliquer clairement les critères, les logiques derrière les écarts et comment le salaire peut évoluer dans l'entreprise, hein. Comme je le disais avant, le risque aussi, c'est que la diffusion des salaires entraîne des questions de la part de vos salariés. Donc oui, vous risquez d'être challengé sur les salaires diffusés. Donc autant être clair dès le départ sur vos critères et la transparence en interne. C'est tout l'objet de la loi, hein. Autre exemple croisé régulièrement, des entreprises qui nous demandent de diffuser une tranche de salaire parfois plus basse que le marché, car leurs salariés en interne sont déjà mal positionnés par rapport au marché. Et cette loi, elle permettra donc, on l'espère, avec le temps, de revoir des grilles qui sont sous-évaluées par rapport au marché. Ensuite, valoriser le package global, hein, le bonus, les primes, tickets resto, télétravail, s'il y a une cantine, précisez-le, les avantages sociaux, parce que les candidats achètent souvent un package global. Et je voulais revenir aussi sur une pratique que l'on constate, même si elle est rare, qui sont aussi contraires aux nouveaux critères de la loi, c'est que certaines entreprises valorisent l'intéressement dans le salaire. Mais l'intéressement n'a aucun rapport, on le sait, avec la compétence, le métier, la formation. Soyons clairs, ça reste un élément variable qui dépend des résultats et donc il n'est jamais garanti. En résumé, oui, on peut le valoriser, mais toujours en toute transparence pour éviter la confusion sur le salaire réellement perçu. Et enfin, juste en entretien, comme le disait Roland, la question de quel est votre salaire actuel, elle n'est plus à poser. Voilà, seules les prétentions du candidat comptent réellement.
Alors, comment valoriser son annonce lorsque le salaire affiché est peut-être plus bas que le marché ou ceux pratiqués dans les grands groupes? Alors vraiment, on insiste sur le fait de mettre votre culture d'entreprise, en avant. Ça reste, comme vous l'avez vu avant, le critère numéro 2 des candidats, hein, pour rejoindre votre entreprise. Déjà de dire que vous aurez un vrai impact, vous voyez concrètement le résultat de vos actions sans bureaucratie inutile. Vous pouvez évoluer peut-être plus rapidement, c'est souvent le cas dans les TPE, dans les PME avec, voilà, une prise de responsabilité facilitée. Vous êtes dans une structure plus agile, parce que la taille de l'entreprise est plus petite. N'hésitez pas à mettre en avant votre politique RSE si vous en avez une. Valorisez aussi la polyvalence, hein, la diversité de missions qui développe aussi les compétences des collaborateurs. Valoriser la proximité, la convivialité, un management qui est peut-être plus accessible, des événements d'équipe. La flexibilité qui est vraiment une notion de plus en plus importante aussi pour les candidats. On parle d'horaires qui ne sont pas fixes, aménageables, le télétravail, hein, qui est possible. N'hésitez pas à préciser le nombre de jours. Voilà, la notion d'équilibre pro, perso respecté. Et ce que apprécient beaucoup aujourd'hui les nouvelles générations, c'est bien sûr cette notion, de QVT, de bien-être, de reconnaissance, de participation à des initiatives, des sorties d'équipe, after work, moments conviviaux dans l'entreprise, et cetera. Alors juste attention avec les valeurs affichées dans l'annonce, hein, elles doivent être le reflet du vécu dans l'entreprise parce que les candidats souvent aussi ont le moyen de faire des contrôles de référence un peu inversés, voilà, en interrogeant des personnes dans l'entreprise ou en décryptant finalement les avis aussi sur internet. Alors pour conclure aujourd'hui, au-delà de la conformité, réglementaire que Roland vous a présentée tout à l'heure, la transparence, bah, ça devient effectivement un avantage compétitif pour l'entreprise parce qu'elle renforce aussi la marque employeur et elle peut favoriser, l'engagement et la rétention, des équipes. Et donc, voilà, j'ai envie de dire, c'est à nous, professionnels du recrutement et des RH, d'accompagner ce mouvement et finalement d'en faire aussi un atout, même si, voilà, c'est quelque chose qui ne va pas forcément être facile pour vous, DRH dans un premier temps. En tout cas, merci pour votre participation et maintenant, place aux questions. Bah, merci Marie pour cette présentation, hein. Donc effectivement, on a vu les contours de cette loi, de cette directive avec Roland et on a vu le bon côté de la pièce, hein, comment on peut en faire une opportunité. Alors c'est pas forcément facile, hein, pour, résumer effectivement ce qu'a dit Marie, hein, mettre en avant alors déjà ne pas attendre, commencer dès à présent à afficher vos voilà les rémunérations. De toute façon, vous devrez le faire et faites-en une force et mettez en avant plutôt vos autres avantages, puisque voilà, même si c'est un critère important, on l'a vu dans les slides, ce n'est pas le seul critère pour les candidats. Alors, on a eu des questions-réponses juste avant. Je vous rappelle, hein, pour ceux qui ont rejoint en cours, vous pouvez utiliser l'onglet questions qui est tout en bas. Donc allez-y, lâchez-vous. En plus, on est dans les temps, donc on peut se laisser un petit quart d'heure de questions-réponses. Il y en a une dans le chat, mais avant de la prendre, donc on n'a pas encore la date du prochain webinaire qui normalement serait le 4 novembre, mais voilà, sous réserve. Donc voilà, je vous tease juste sur la date probable, mais restez connectés. On aura encore 2 sujets cette année pour nos webinaires. Alors, je reprends déjà la question qui a été posée en cours par Thierry. Thierry qui nous demande que se passe-t-il si un candidat demande une rémunération supérieure à la fourchette initialement prévue, mais que l'entreprise a réellement besoin de lui? Donc, c'est-à-dire, si je reformule, en gros, voilà, on n'a pas d'autres candidats, cette personne a une rémunération supérieure, mais c'est au-dessus de ce qu'on a prévu dans nos barèmes. Est-ce que ça veut dire qu'on doit augmenter tout le monde? Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire une exception? Est-ce que, peut-être Roland, as-tu un éclairage sur cette question? On active ton micro. Ça dépend quelle est la casquette que l'on prend. Si l'on prend une casquette, ressources humaines ou une casquette, plutôt de juriste, heu, je veux dire de mémoire, de mon expérience aussi lorsque j'étais, en fonction en entreprise, je veux dire en règle générale, on essaie d'éviter évidemment que des éventuels futurs salariés soient hors des grilles ou de la politique salariale de l'entreprise parce qu'on sait que c'est potentiellement une difficulté future. Alors c'est peut-être une difficulté future à l'époque, pas
en termes notamment de respect de la réglementation. On ne se posait pas trop cette question, parce que les différences de rémunération, c'est aussi des frustrations des personnels qui sont là depuis un certain nombre de temps et des équipes qui sont présentes. Donc ça, c'est une question, encore une fois, sur laquelle devront se positionner les services ressources humaines. Je veux dire, c'est la politique de l'entreprise. Moi, j'étais toujours extrêmement vigilant à ne pas créer des distorsions susceptibles de générer des insatisfactions dans l'entreprise. D'un point de vue strictement juridique, si cette différence, puisqu'à force, a priori, la question demande une rémunération supérieure à la fourchette initialement prévue. La fourchette initialement prévue, si je me repositionne cette fois-ci d'un point de vue strictement juridique, je reprends mes diapositives, cette fourchette-là, elle a été élaborée en fonction de ma grille de rémunération, fondée sur des critères objectifs. Et si j'ai bien fait mon travail, je veux dire, demain, si un des collaborateurs demandera des questions, pourquoi il est positionné différemment par rapport à son collègue, on aura des difficultés juridiques et le cas échéant, parce que j'en ai pas parlé, mais la directive a une dernière partie qui traite de la partie juridique en disant que, par ailleurs, dans les législations internes, il y aura un renversement de la charge de la preuve. Ce sera à l'employeur de prouver, lorsqu'il y aura une différence de rémunération sur des postes qui sont a priori de rémunération de valeur égale, ce sera à l'employeur de prouver les critères objectifs et à défaut, dit la directive, le salarié devra être intégralement indemnisé de toutes les pertes de rémunération ainsi que de pénalités dissuasives, c'est-à-dire des dommages et intérêts pour, ça veut dire, un, je dois lui faire un rattrapage de salaire, 2, je serai condamné à des dommages et intérêts pour n'avoir pas respecté la réglementation. Donc, voilà, d'un côté la partie RH et de l'autre côté la partie risque juridique le cas échéant. Alors justement, ça fait transition avec la troisième question qui demandait quelles sont les pénalités si nous ne respectons pas cette directive. Donc je pense que tu viens de répondre, mais est-ce que tu as encore des compléments à apporter à cette question? Oui, en fait, si vous voulez, si on raisonne purement pénalité, vous savez qu'il y a une obligation de publier l'index, une obligation d'être couvert par des accords collectifs sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, etc., avec une pénalité potentielle de 1% des masses salariales. Là, on est sur autre chose. Là, on est clairement sur un risque, une nouvelle transparence qui va générer derrière potentiellement une meilleure connaissance des rémunérations dans l'entreprise, de la politique de rémunération, avec les risques, c'est la discussion, vous l'avez vu, puisqu'il y a une discussion qui s'engage le cas échéant avec les représentants du personnel, et puis parallèlement, ce que je viens de dire, effectivement, le risque contentieux devant le juge prud'homal. Mais il ne peut pas y avoir de pénalité, puisqu'en fait, l'obligation, c'est une obligation d'avoir une politique de rémunération qui, effectivement, est fondée sur des critères objectifs. Et s'il y a des écarts, soit elles sont discutées avec les représentants du personnel, et ce sera communiqué, ce sera public, ce sera, voilà, enfin, bref, c'est vraiment une nouveauté, soit le risque, mais qui existe déjà aujourd'hui, mais qui demain va s'accroître par la transparence, puisqu'on connaîtra mieux les rémunérations, le risque juridique devant le Conseil des prud'hommes, le cas échéant, ou un salarié que vous avez licencié. Vous savez que depuis, ça vous le vivez tous au quotidien, depuis les ordonnances Macron qui ont limité le risque prud'homal en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, on a vu surgir une multitude de réclamations nouvelles, vous le savez bien, sur manquement à l'obligation de sécurité, licenciement vexatoire, les heures supplémentaires, le forfait jour qu'on essaie de faire tomber. Il y aura des nouvelles revendications de salariés qui quitteront l'entreprise et qui pourront potentiellement nous chatouiller, le cas échéant, aussi sur la rémunération. Donc il vaut mieux la respecter. J'ai une question de Samuel, question très pratique qui demande: mon entreprise fait 45 personnes en temps plein. Suis-je aussi concerné par ces obligations? C'est vrai, est-ce que toutes les sociétés, selon leur taille, sont sur le même niveau? Alors effectivement, il y a une confusion qui est généralement opérée parce que lorsqu'on lit rapidement la documentation ou la presse qui fait écho à cette transposition future de la directive, on voit le chiffre 100 salariés. Entreprise de plus de 100 et ensuite entreprise de plus de 250 salariés. Alors d'une part, c'est un minimum. Je vous rappelle que la directive, c'est des grandes orientations. Donc à minima, dit la directive, sur certains sujets, ce sont les entreprises de
plus de 100 salariés qui doivent être concernés. Mais chaque État membre peut abaisser ce seuil. Ce sera très, très probablement le cas où on sera sur le seuil de 50 salariés pour l'entreprise. Mais ça, c'est pour la deuxième partie de la présentation qui vous a été faite précédemment, là, c'est sur les obligations de communication, en simplifiant l'index qui va être refondu. Mais l'obligation de transparence, c'est quelle que soit la taille de l'entreprise. Évidemment, je veux dire, il n'y a pas deux règles différentes. Est-ce qu'il faut que je paye les femmes et les hommes à travail égal, salaire égal je ne le respecte pas quand on est 15, 20 ou 30 et je dois le respecter à partir de 50. C'est frappadingue, on est bien d'accord. Donc cette obligation-là de transparence de rémunération s'appliquera quelle que soit la taille de l'entreprise. Il y a une petite différence, mais ça dépendra aussi de la transposition, c'est que la directive autorise les États membres à exempter les entreprises de moins de 50 salariés de la transparence sur la politique de progression. Vous vous rappelez, je vous ai dit, il y a 3 critères. Comment je fixe la REM, comment je fixe les niveaux de rémunération et comment je fixe les critères de progression de la rémunération. Et la directive de préciser, dans les entreprises de moins de 50, les États membres peuvent exonérer les entreprises de moins de 50 de la communication sur des critères de progression, en disant, moi, j'ai pas besoin, vu ma taille, je n'ai pas une politique de progression de rémunération. Mais encore faut-il que le Code du travail le prévoit, c'est-à-dire c'est pas une obligation. Voilà, donc tout le monde est concerné par la transparence et a priori ne serait concerné par l'obligation de communication que les entreprises de plus de 100 d'après la directive, je pense plus de 50 dans l'entreprise en France. Une fameuse surapplication de droit français. Question d'Isabelle qui nous demande pour la présentation des grilles de rémunération, devons-nous ou pouvons-nous au préalable informer sur les rémunérations de la convention collective? Je pense que toutes les questions seront pour toi, Roland. Alors, j'ai essayé de comprendre la question. Pour la présentation des grilles, devons-nous, pouvons-nous au préalable informer? Alors, la grille de rémunération, c'est-à-dire, a priori, on devrait se caler sur. On a déjà un outil, effectivement, qui sont les grilles de la convention collective. Donc, les conventions collectives qui ont travaillé sur le sujet de manière récente, comme la métallurgie, par exemple, d'accord, sont relativement à jour. Et normalement, la politique de rémunération, d'ailleurs, tous ceux qui travaillent dans la méta ont quand même fait un gros travail de repositionnement de leurs différents collaborateurs face à cela. Je veux dire, on devrait être en face. Certaines entreprises ont leur propre grille pour affiner la situation. Le problème, c'est sur la progression, c'est-à-dire, on le sait bien, j'ai été DRH, la vraie difficulté, c'est que vous avez des salariés qui ont des emplois de même nature, mais il y en a un qui a 10 ans d'expérience et l'autre, il en a 35 d'expérience. On sait que celui qui a 35 ans d'expérience, il est en règle générale mieux rémunéré, mais pas nécessairement parce qu'il fait extraordinairement mieux son travail que celui qui a 10 ans ou 15 ans d'expérience. C'est aussi l'ancienneté finalement. Et je fais abstraction de la prime d'ancienneté, mais qui fait que régulièrement, je l'ai augmenté, ce qui est une pratique habituelle et légitime dans les entreprises. Là, je n'ai pas parfois besoin d'avoir une grille de rémunération qui vient sur des critères objectifs à vous de trouver justifier ces éventuels écarts. Mais normalement, de manière simple, si la grille de la classification est bien faite, je suis censé respecter la grille de la classification. Encore faut-il, je termine là-dessus, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, que ce ne soit pas une vieille grille qui vient être élaborée par rapport à des métiers, puisqu'en fait, le métier aujourd'hui ne suffit plus. Ça c'est un travail égal. Mais n'oubliez pas qu'on est on n'est pas sur le même travail. On est aussi sur la notion un travail de même valeur. Et là, on va comparer un DRH avec un DAF. Voilà. Moi, je considère que c'est un travail de même valeur. Le cas échéant. Or, c'est pas le même travail. C'est pas le même travail. On va retrouver ça dans l'entreprise, sur d'autres postes. On a encore 2 questions. Une question de Marine qui nous demande pour la transparence des salaires en cours de contrat, comment faisons-nous lorsqu'un salarié est seul à occuper un poste? Pouvons-nous créer des groupes de postes? Alors, c'est ce que je viens de dire, et c'est normal. On est un peu formaté comme ça.
Après, il peut arriver dans une entreprise qu'un emploi, surtout en fonction de la taille de l'entreprise, plus l'entreprise est petite, plus elle peut avoir, le cas échéant, des emplois entre guillemets uniques ou quasi uniques. C'est pas quelque chose à exclure. Maintenant, vous me parlez de poste et vous voyez que le poste, c'est fini, oublié, mais on est formaté comme ça. C'est quels sont les travaux de même nature, quel est le travail de même nature. Je m'en fous des postes. Je suis un peu trivial, mais c'est pour que vous compreniez, je suis un peu radical. Hein. Emploi de même valeur, de valeur égale. On n'est pas sur même emploi, on est sur les deux notions. Hein. Même emploi, c'est facile dans l'absolu. C'est l'emploi de même valeur qui va poser une difficulté. Hein. Donc, je ne raisonne pas nécessairement par poste. Et il faut que mes grilles de classifs ne soient pas élaborées par poste, mais par des critères objectifs de niveau, ce qu'on a vu tout à l'heure. L'expérience, le niveau du diplôme, un bac plus 4, c'est un bac plus 4, qu'il est fait pour un métier d'ingénieur ou qu'il est fait pour un métier dans un autre domaine, le cas échéant. Hein. Je simplifie à raison, hein, mais pour que vous essayiez de cerner un peu cette particularité. Et il y aura, le cas échéant, mais éventuellement challengé par un juge, hein, je peux considérer qu'un emploi n'a pas d'autres postes comparables ou emplois de même nature différents dans l'entreprise et qu'il est seul. Bah, je lui répondrai que tu es tout seul dans ton emploi, cher salarié. Il faut que vous ayez juste raison si jamais il conteste cette position-là, puisque vous avez vu que c'est ça aussi l'échange qu'il peut y avoir avec l'employeur en disant moi je ne suis pas d'accord avec toi. Je considère que tel emploi et tel emploi est le même que le mien. Pourquoi est-ce que tu ne me donnes pas le salaire moyen? À vous de venir avec des critères objectifs pour expliquer que ce n'est pas un emploi de même valeur. Les juristes du travail ont des beaux jours devant eux. Dernière question avant de conclure. Manon nous demande dans quel cas un écart salarial dépassant 5% sera justifiable? Quelle justification objective l'employeur pourra invoquer? Ça rejoint un petit peu ce que tu Ah venais de oui, dire. oui, mais la justification, en fait, ce sont les critères objectifs. Hein. C'est vraiment un raisonnement presque mathématique, en fait. Hein. J'ai des critères. Par critère, diplôme, je donne une valeur à des diplômes, à l'expérience, à tour de main, à vous de le démontrer, hein, de la polyvalence. Vous avez des grilles de polyvalence qui permettent éventuellement de positionner les salariés. Ça, ce sont les critères objectifs non sexistes. Ce sont les critères pour définir ce qu'on a vu tout à l'heure, les emplois de même nature, de valeur égale. Très bien. Ben, parfait, on est dans le timing. Donc, ben, je voulais une nouvelle fois remercier Roland pour son intervention, ses éclaircissements et ses réponses aux questions. Marie également sur la partie voilà, comment en faire une opportunité. Alors, vous avez des sujets, hein, on ne voulait pas vous faire peur avant Halloween, mais c'est vrai que c'est un sujet préoccupant. Mais là encore, regardez-en le côté positif. C'est des choses qui étaient déjà attendues par les candidats. Le fait que ce soit une obligation ne fera qu'accélérer, je dirais, le déploiement, mais qui était nécessaire au regard du marché. Voilà, donc sur ce, on vous souhaite à tous une très bonne journée. Bon courage pour préparer la, la mise en place future de ces lois et au plaisir de vous retrouver pour de futurs webinaires ou autres rencontres. Merci à tous. Bonne Merci. journée. Bon Bonne appétit, bonne journée. journée à tous. Au revoir. Au revoir.